Dans les longs couloirs clairs de l'hôpital, l'atmosphère habituelle mêlée de sérieux et de pas pressé laissait parfois place à des conversations d'une légèreté insoupçonnée. Ce jour-là, Jamel rayonnait d'enthousiasme, le visage illuminé par une joie pure qu'il ne pouvait plus contenir. S'adressant à son fidèle collègue et ami, il commença à décrire avec une tendresse infinie le nouveau compagnon qui partageait sa vie depuis peu. C'était une description pleine d'amour filial et de dévotion domestique. Il expliquait à quel point son petit Jean-Pierre était une petite boule de poils sans défense, une créature d'une innocence absolue qui transformait chaque retour au foyer en une célébration grandiose. Jamel mimait la scène avec de grands gestes, racontant comment l'animal lui faisait une fête incroyable dès qu'il franchissait le seuil de la porte, le regardant avec des yeux remplis d'une adoration sans borne, lui sautant dessus en jappant joyeusement. Il décrivait ses petits bruits réguliers, ses jappements festifs, et la manière dont l'animal tentait de le caresser avec ses petites mains charnues. Son interlocuteur le corrigea gentiment en lui rappelant qu'on appelait cela des pattes, et Jamel reprit aussitôt, s'émerveillant de ses petites patoulettes tendres. Il jurait qu'il sentait une volonté de communiquer chez son compagnon, une intelligence presque humaine qui se manifestait de façon extraordinaire à chaque fois qu'il lui lançait une balle, car le petit animal la rapportait fidèlement sans jamais faillir. John, qui écoutait ce récit avec un sourire amusé, ne manqua pas de souligner la force impressionnante de ce compagnon à quatre pattes. Curieux et un brin taquin, il exprima le souhait de voir enfin ce fameux Jean-Pierre, demandant s'il était vraiment aussi trognon que l'affirmait la rumeur. Jamel confirma avec fierté, ajoutant que les chiens possédaient une affection innée pour lui. John, l'esprit vif, fit remarquer qu'il avait effectivement constaté ce succès phénoménal auprès de la race canine. Le ton devint rapidement badin, oscillant entre l'ironie amicale et la complicité. John poussa la plaisanterie en disant que puisque le chien était traditionnellement considéré comme le meilleur ami de l'homme, Jamel finirait certainement par rencontrer des êtres humains formidables en suivant simplement le chemin tracé par la laisse. Il proposa ensuite de passer le mardi suivant pour saluer la petite créature et, par la même occasion, rendre visite à la mère de Jamel. Cette proposition provoqua un refus catégorique et immédiat de Jamel. Il expliqua que la situation familiale était bien trop complexe, car sa mère refusait catégoriquement d'entendre parler d'animaux domestiques. La cause de ce traumatisme remontait à 2 ans, lorsque le monumental Rottweiler de son frère avait malencontreusement croqué les oreilles de leur oncle, signant l'interdiction définitive de toute présence canine au sein de la demeure familiale. Devant cette impossibilité, John s'interrogea légitimement sur le lieu de résidence actuel de Jean-Pierre. Jamel révéla alors qu'il avait confié son protégé à une nourrice pour chien, une dame dévouée qui s'en occupait tout au long de la journée. John utilisa le mot de chenil, mais Jamel insista sur le terme de nourrice, y voyant une distinction pleine de bienveillance et de soins personnalisés. Sabri, qui s'était joint à la conversation, intervint pour mettre son ami en garde contre les risques affectifs d'une telle garde prolongée. Selon lui, l'animal risquait de s'attacher profondément à cette nourrice qui le nourrissait et changeait ses habitudes quotidiennes, au point de ne plus reconnaître son véritable maître à la fin. Inquiet mais résolu, Jamel décida d'appeler immédiatement la gardienne. Au téléphone, il se présenta fièrement comme le père de Jean-Pierre, acceptant la correction de la nourrice qui préférait le terme de maître. Afin de stimuler l'appétit de son compagnon à distance, Jamel demanda même une assistance médicale surprenante sous forme de description détaillée d'un os savoureux, ce qui provoqua l'hilarité générale de ses confrères. Pendant ce temps, Sabri traversait une phase de concentration artistique intense. Habité par une grandeur d'âme soudaine, il déclara accorder son pardon à son entourage pour toutes les querelles et les bêtises passées. Dans un élan théâtral inspiré par les textes qu'il étudiait pour une audition prochaine, il invita ses camarades à célébrer leurs différences et à imaginer une marche fraternelle, main dans la main, au milieu des vagues tumultueuses de l'océan déchaîné. Il cherchait l'approbation de ses amis sur sa posture et son intonation, mais la tirade rappela immédiatement à son interlocuteur le style particulier d'un ancien ami d'enfance nommé Jean-Luc Vigneault. Sabri, inquiet pour l'interprétation de son rôle, tenta de comprendre si ce personnage qu'il convoitait possédait des caractéristiques particulières ou des préférences affectives spécifiques. Il défendit vigoureusement la normalité d'une amitié sincère entre 2 hommes marchant sur la plage, comparant ce loisir maritime à une simple partie de football entre copains. Poursuivant sa lecture avec passion,
il récita des vers vibrants d'admiration sur le grain de peau et la lumière, insensible aux taquineries de ses collègues qui s'étonnaient de ce changement de registre dramatique et de cette sensibilité artistique nouvelle. L'ambiance changea radicalement lorsque la réalité de la taille de Jean-Pierre éclata au grand jour dans l'enceinte de l'établissement. Jamel apporta la friandise favorite de son compagnon pour le goûter, encourageant l'animal à mâcher correctement. C'est à ce moment que Béatrice fit la connaissance de la fameuse petite boule de poil sans défense. La surprise fut totale. Jean-Pierre n'avait rien d'un petit chiot de salon. Face à une Béatrice stupéfaite, Jamel présenta fièrement l'animal comme un authentique malinois du Bengale, une race légendaire dont les fakirs se servaient autrefois pour repousser les assauts des tigres sauvages. Malgré les grognements sourds qui résonnaient dans la pièce, Jamel assurait avec un optimisme inébranlable que l'animal exprimait simplement sa joie et son désir d'être caressé. Béatrice, prudente face à cette masse impressionnante, préféra garder ses distances, d'autant plus que Jamel annonça joyeusement que la créature n'avait pas fini sa croissance et allait encore tripler de volume dans les mois à venir. Jamel profita de l'occasion pour critiquer les services de l'ancienne nourrice, l'accusant d'avoir calomnié Jean-Pierre après un incident mineur, et demanda à Béatrice de dissimuler le molosse au sein de l'hôpital pendant quelques jours, le temps d'apaiser les craintes maternelles. Malgré le règlement strict de l'institution médicale, Jamel insista sur la discrétion absolue de son chien de 80 kilos, promettant que ce séjour clandestin resterait leur secret partagé. La cohabitation au sein de l'hôpital s'avéra rapidement chaotique. Lors d'une promenade mouvementée dans les couloirs, c'était visiblement le grand Jean-Pierre qui guidait les pas du jeune Jamel. Aimé constata les dégâts matériels et sanitaires causés par la présence du fauve, affirmant qu'il devenait impossible d'accuser éternellement le vénérable patient de la chambre 212 pour les nuisances constatées. Malgré les tensions et les avertissements concernant la colère grandissante de Clara, Jamel défendait les vertus éducatives de la possession d'un animal, tandis qu'Aimé partageait des anecdotes cyniques sur le voisinage. La diversion vint heureusement de la réussite professionnelle de Sabri, qui venait d'obtenir son rôle théâtral tant désiré. Bien que ses collègues l'asticotent sur les raisons de sa sélection en évoquant son metteur en scène François, affectueusement surnommé Fanfan, Sabri revendiqua haut et fort son talent artistique pur et l'importance d'assumer la part de féminité présente en chaque être humain. Le destin prit une tournure tragique et burlesque lorsque l'existence de Youpi, le précieux petit bichon blanc du professeur Strauss, croisa la route du redoutable Jean-Pierre. Dans un moment d'inattention, un drame terrible se produisit, laissant le petit animal sans vie. Paniqué à l'idée des conséquences de cette perte pour le directeur de la clinique, Sabri et Jamel improvisèrent une opération de sauvetage cosmétique de la dernière chance. Ils entreprirent de laver, de brosser et de redonner un aspect de fraîcheur au petit bichon en utilisant des lotions capillaires protectrices pour redonner du volume au poil et assurer un séchage parfait. Leur objectif était de déposer délicatement le pauvre Youpi devant la porte du professeur Strauss afin de faire croire à une fin naturelle et paisible due à un excès de cholestérol. La douleur du professeur Strauss fut immense lorsqu'il découvrit la disparition et la profanation apparente de la sépulture de son compagnon de toujours, qu'il avait initialement enterré sous sa fenêtre de bureau. Clara tenta de le consoler au milieu des quiproquos liés à la livraison d'un nouvel appareil de radiologie et d'un appareil de cuisine conviviale. Face au désespoir du professeur qui pleurait la mémoire de son petit Youpi, Jamel tenta une ultime conciliation pour réparer le tort causé. Accompagné de Sabri, il se présenta devant le grand chirurgien pour lui offrir un cadeau exceptionnel destiné à panser ses blessures affectives. Ce présent n'était autre que Jean-Pierre, rebaptisé pour l'occasion le chien lion. Subjugué par la stature royale et la présence impressionnante de l'animal, le professeur Strauss accepta ce don avec une immense gratitude. Il décréta immédiatement que ce protecteur hors du commun l'accompagnerait désormais quotidiennement à l'hôpital, confiant officiellement la garde et la responsabilité de la créature à Jamel durant ses longues heures d'intervention chirurgicale, scellant ainsi une alliance inattendue et joyeuse sous le regard ironique et désabusé de Clara.